Bonjour à tous. Alors, au programme aujourd'hui, on va réaliser un ECF en direct. Alors évidemment, c'est un ECF factice, hein. Je vais attendre quand même 30 secondes que tout le monde arrive. Pour info, on a mis en place un sondage auquel on aimerait que vous répondiez. Donc, ça s'affiche normalement en haut à droite de votre écran. Alors, on va y aller. Bon, déjà, Compta Secure, on va se présenter rapidement. On est une solution qui existe depuis quelques années. Alors, avant, on s'appelait RunView Analytics pour ceux peut-être qui s'en souviennent. Maintenant, c'est Compta Secure et depuis le 1er janvier 2024. Alors, pour vous expliquer la solution rapidement, nous, on travaille à partir du fichier des écritures comptables et de l'alias fiscal quand vous le souhaitez et que vous l'insérez, ce qui est facultatif. Et donc, on est un logiciel 100% SaaS. Notre objectif, c'est de faire la plateforme la plus qualitative, mais la plus intuitive aussi. Donc, je vous montrerai tout ça dans la démo. On est connecté en API avec MyUnisoft, Time, ACD et Pennylane. Alors, Pennylane, c'est en cours de développement. On propose actuellement donc plus de 105 contrôles. Là, on est à 108. Il y en a encore une vingtaine en cours de développement. L'idée, c'est que dans notre plateforme, vous pouvez analyser un FEC en quelques minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 18 gigas de poids de FEC insérés. Donc là, on parle d'entreprises qui sont plutôt du CAC 40, quoi. 18 gigas, on est sur plusieurs millions de lignes. On peut faire plusieurs cas d'usage. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'ECF. Donc, juste pour recontextualiser notre histoire avec l'ECF, pour ceux d'entre vous qui connaissent Conform Expert, qui est la solution proposée par ECMA, il faut savoir que Conform Expert utilise notre technologie. Donc, à date, on a eu plus de 30 000 ECF qui ont été réalisés avec cette technologie de Compta Secure, donc soit chez nous, soit chez Conform Expert. Donc, voilà, la solution, on va dire que le robot derrière, il a été suffisamment éprouvé sur plus de 30 000 ECF. Nos clients, alors des plus petits aux plus grands, le maximum qu'on ait vu, c'est un ECF facturé 37 000 €. Donc oui, on peut facturer des ECF très très chers. Là, en l'occurrence, c'était pour une ETI. Mais du coup, pour facturer cher, il faut faire des ECF quali. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, rapidement, je suppose que tout le monde ici sait comment s'articule le dispositif de l'examen de conformité fiscale. Je vais quand même revenir dessus très rapidement. L'ECF, c'est 10 points. Les deux premiers, c'est des choses qui ne sont pas faisables manuellement. Ça nécessite une automatisation. C'est les contrôles de conformité du FEC et de qualité comptable. Ensuite, les points 3, 4 et 5, c'est à renseigner directement par vos soins dans le CRM, donc dans le compte rendu de mission. C'est des choses qui sont extra-comptables, comme le mode de conservation des documents ou l'usage ou non d'un logiciel ou système de caisse. Donc, ça, c'est des choses que vous allez renseigner. On va le voir quand on va faire le cas d'usage. Et puis, les points 6 à 10, c'est des points qui réclament du jugement pro. Vous allez devoir faire des échantillonnages et finalement des tests d'audit là-dessus. Néanmoins, nous, dans la plateforme, vous allez voir qu'on propose plusieurs tests qui vous permettent d'aller plus vite et de mieux faire ces choses-là. Les plus, le fameux rapprochement des données de l'alias fiscal aux données du FEC. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le droit, vous avez la possibilité d'insérer le FEC sans insérer l'alias. On trouve que c'est un peu dommage parce que si vous insérez l'alias, ça pré-remplit le compte rendu de mission et ça réalise tous les rapprochements entre le contenu du FEC et celui de l'alias, ce qui fait partie des diligences de l'examen de conformité fiscale. On permet aussi de réaliser des ECF blancs sur des FEC provisoires, donc des FEC dont toutes les écritures n'ont pas encore été validées, donc des FEC de comptabilité non encore clôturés, mais aussi des FEC dont tous les numéros d'écriture n'ont pas encore été attribués. Et ça, on sait qu'il y a quelques ERP qui permettent de générer des FEC donc avant clôture, mais du coup qui ne distribuent pas les numéros d'écriture. Sachez que chez nous, on les reconstitue. Donc l'algorithme reconnaît les écritures malgré le fait qu'elles n'aient pas de numéro. Le compte rendu, alors comme je disais, il est pré-rempli avec les données de l'alias, mais aussi avec les conclusions, notamment pour les points 1 et 2 qui sont 100% automatisés.
Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais longuement passer sur le compte rendu de mission puisque c'est le livrable qu'on rend à l'administration. Et vous pouvez le générer au format EDI pour le télétransmettre, mais vous pouvez aussi le télétransmettre directement via Compta Secure, et ça depuis 2 semaines. Donc désormais, vous n'avez plus besoin de générer l'EDI et d'aller l'envoyer par vos soins. La télétransmission se fait directement sur Compta Secure. Donc maintenant, le CF, c'est de A à Z sur la plateforme. Un rapport d'analyse est généré à la suite de vos travaux, et donc le rapport, je vais vous le montrer aussi, c'est un fichier qui est extrêmement important pour justifier du travail que vous avez réalisé auprès de vos clients et justifier de vos honoraires. On est assez... on a eu la démonstration que quand on veut facturer un ECF 4 chiffres, un rapport en béton, c'est le minimum. On ne peut pas rendre au client juste le compte rendu de mission. On passe à la démo tout de suite. C'est pour ça que vous êtes là. Hop. Alors, je vais vous montrer déjà comment s'articule la plateforme en 5 minutes et ensuite on va lancer ce fameux ECF en direct. Pour ajouter un FEC ou plusieurs d'ailleurs, voilà, là vous pouvez en fait en déverser 150 simultanément. Donc imaginons que vous ayez, je sais pas, 500 dossiers à 500 ECF à faire, vous pouvez faire 4 déversements de FEC. Vous cliquez sur ajouter un fichier. Vous sélectionnez le ou les fichiers à analyser, ouvrir, il reconnaît tout de suite la raison sociale, etc. Vous vérifiez que le type de revenu, c'est le bon, hein, parce que ça, c'est une donnée qui est extra FEC. Donc, est-ce que c'est un BIC, un agricole, un non commercial? Bon, je dirais que 95% des FEC importés sur la plateforme sont des BIC. C'est pour ça qu'on l'a mis en réglage standard. Et donc, pour ajouter votre liasse, vous cliquez sur le plus, liasse fiscale, et là, vous ajoutez votre liasse au format EDI, c'est-à-dire le format dans lequel vous l'avez transmise à l'administration fiscale. Valider, et là, j'importe mon FEC, et je lance l'analyse. Alors, comme on est dans une démo et qu'on n'a pas le temps, l'analyse, je l'ai déjà faite. Hop, je vais vous montrer l'onglet Mes FEC. Donc ça, c'est un onglet de classement, finalement, de vos ECF, de vos travaux de manière générale. Donc là, vous voyez, il y a 2 onglets, Mes FEC et Mes ECF. Donc là, il y a tous les FEC que j'ai insérés. Je peux les classer dans des dossiers, des sous-dossiers. Voilà. Je peux faire une arborescence comme sur mon propre ordinateur, et puis je mets ce que je veux finalement dedans. Ensuite, dans Mes ECF, qui est un nouvel onglet, ceux qui connaissent Compta Secure doivent s'être aperçus du fait que c'est nouveau. Il n'y avait pas ça il y a encore 2 semaines. Donc là, vous avez un suivi de vos ECF avec l'avancement, donc l'avancement du compte rendu de mission. Vous voyez, là, il y a les 10 points. Et par exemple, vous voyez que ici, je l'ai fait en entier, je l'ai validé, j'ai sorti le fichier EDI. Là, en revanche, il y en a où je n'ai pas démarré, il y en a où les 2 premiers points ne sont pas conformes. Donc, voilà. Vous avez aussi un suivi des intervenants. Donc là, par exemple, mon compte rendu de mission, je l'ai fait valider par un superviseur et je l'ai fait signer. Et donc, ça apparaît, en fait. Le superviseur, il est là. Bon, évidemment c'est moi, hein, puisque c'est pour les biens de la démo. Et le demandeur de validation, bah, c'était moi aussi. Bon, en conditions réelles, ce seraient des personnes différentes, a priori. On va aller tout de suite dans mes analyses. Et là, on va voir. Donc, là, on va essayer de se mettre dans la peau, dans la vôtre, c'est-à-dire celle d'un expert comptable qui va faire un ECF. Donc, j'ai cliqué sur le plus, j'ai importé mon FEC avec ma liasse, j'ai cliqué sur importer, l'analyse a tourné, et là, me voilà devant l'écran de Compta Secure. Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, en haut à gauche, j'ai un récap qui me permet de voir les résultats de mes analyses en mode macro. Pour aller vite, là, tout de suite, je vois que des points à contrôler, j'en ai 7, des anomalies, j'en ai 3, et ensuite, j'ai 10 tests qui sont des tests d'information. Il faut que je regarde ce qu'il y a dedans, sans forcément qu'il y ait d'anomalies. Hein. Là, c'est vraiment des informations brutes et sans résultat, on va dire, automatisé. Ça nécessite un jugement pro. En dessous, j'ai un menu déroulant qui contient le compte rendu de mission, qui est le plus important, et mes points qui contiennent des tests, hein, les 1, 2, 6 à 10. Et au milieu, j'ai mon écran avec tous mes tests. Vous voyez, ça se déroule au fur et à mesure que je descends. Donc, je vais regarder, je vais tout déplier et je vais voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vois que mon premier point, j'ai un point qui est rouge au niveau du format d'échange, j'ai un point orange à contrôler. Le point 2,
j'ai un point rouge sur l'équilibre des écritures, respect du plan comptable, j'ai un point jaune, chronologie, rupture de séquence d'éléments de facture client. Point 6, j'ai un point jaune, je vais aussi regarder quand même la cohérence des taux par exemple. Point 7, j'ai un point rouge, donc là il faut vérifier parce que quand même c'est important, c'est sur le rapprochement à l'alias. Point 8, point 9, ça va, point 10, alors ok. Donc là, j'ai pris connaissance à peu près de manière macro de ce qui se passe. Je vais aller tout de suite adresser les anomalies. Premier point, la conformité. Donc ça, c'est important, le fait qu'il ne passe pas. En fait. Donc je vais dans format des champs. Je clique sur le petit i. Ça me permet de voir qu'est-ce qui fait ce test finalement. Donc, objectif, vérifier le format des informations présentes dans les colonnes. Enjeu, j'ai le lien vers le texte de loi lié. Alors sachez que ça, c'est valable pour tous les contrôles. Description, il me présente dans le tableau de détail les mouvements impactés par des formats incorrects. Ok, je vais voir ce que c'est. Je vais directement dans mon tableau de détail. J'ai envie de voir qu'est-ce que c'est que ces anomalies. Date d'écriture, je vois que j'ai des dates au format jour, /mois, /année. J'ai aussi débit crédit, j'ai des points à la place des virgules. Ok. Alors, en temps normal, là, il aurait fallu retourner dans le RP et revoir le paramétrage de l'ERP et rééditer le FEC. Donc, comme vous êtes chez Compta Secure, vous pouvez juste cliquer sur corriger les anomalies de format, corriger. Et là, la solution va vous générer un nouveau FEC avec exactement la même substance comptable. Donc, il n'y a rien qui aura été modifié, sauf les anomalies de format. Donc, s'il y a des points-virgules à la place de virgules, des points à la place des virgules, des tabulations au mauvais endroit, ça, c'est géré automatiquement. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas refaire tourner un FEC, corriger, etc. Je vais juste, hop, ici dans l'anomalie, je vais mettre test réussi parce qu'on va partir du principe que vous avez Alors, je crois que ça a bugué. Est-ce que tout va bien maintenant? Manon, est-ce que tu peux me dire si on m'entend, s'il te plaît? Oui, t'es revenu, c'est bon. Ok, super. Bon, je reprends. Du coup, là, je ne sais pas si vous avez vu la dernière action que j'ai faite, mais en fait, comme on est parti du principe que voilà, pour la démo, vous avez inséré le bon FEC qui a été généré par Compta Secure au bon format, on a modifié l'anomalie qu'il y avait en test réussi. Voilà. À savoir, vous avez la main là-dessus aussi. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, FEC généré, format OK. Bon, ça c'est juste pour la relecture, pour l'archive. Donc mon point 1, j'ai des lignes du FEC ni créditées ni débitées. Donc là, je vois ma conclusion. Votre FEC présente une ligne avec un montant égal à 0 à la fois au crédit et au débit. Honnêtement, je m'en fiche. Ça ne remet pas en question la conformité fiscale de ma comptabilité. Enfin, de ma comptabilité. Là, il n'y a pas de problème. C'est une ligne à 0. Bon, OK vu, pas d'impact fiscal. Je peux le noter comme ça. Hop, je valide mon commentaire. Oui, je peux le laisser comme ça en orange, c'est pas important. Le point 1, c'est fait. Le point 2, respect du plan comptable. Votre FEC présente 8 numéros de compte commençant par 8. Franchement, on s'en fout, c'est du hors bilan, mais qu'est-ce que ça change à la conformité fiscale de mon client? Rien, c'est juste qu'on a donné plus d'infos que ce que l'administration fiscale demande dans un fichier des écritures comptables. Donc, OK, vu, pas d'impact. Je passe à la suite. Écriture d'inventaire, j'en ai 411. D'accord, ça veut dire que les écritures d'inventaire ont été faites. Écriture équilibre des écritures du FEC. Votre FEC contient des écritures déséquilibrées. On va voir de quoi il s'agit parce que ça peut être grave. Donc, j'ouvre mon tableau de détail et là, je vois 2 écritures. Donc, en fait, c'en est une seule qui a été scindée en 2 écritures. Donc, le débit, apparemment, s'est retrouvé dans les achats, le crédit dans un compte de banque. Le montant, il est de 187 €. J'ai pas finalement d'impact. Encore une fois, je vais pas. Il n'y a aucun impact fiscal là-dedans. Et quand bien même le montant est NS pour 180 €, on ne va pas faire une liasse rectificative. Donc, ce point-là, OK, vu. Ça, c'est des commentaires que je suis en train de mettre en interne. C'est des choses que vous allez garder pour vous, etc. Je vais vous montrer ensuite dans le CRM comment ça va se passer. Pas d'impact, montant, NS. Bon. Chronologie des écritures. Donc là, j'ai 210 ruptures de chronologie dans la numérotation. On va voir de quoi il s'agit. J'aurais peut-être dû ouvrir le tableau de synthèse, ça aurait donné une vision plus macro. Non, quoique, bon, on le voit quand même. Donc là, vous voyez, en fait, les ruptures de chronologie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a une écriture X qui se retrouve avant une écriture
je l'ai mal dit. Une écriture Y qui se retrouve avant une écriture X alors qu'elle a été, alors que son numéro est ultérieur. Donc là, par exemple, j'ai l'écriture numéro 4 qui date du 10 janvier, l'écriture numéro 5 qui date du 6 janvier. Ça, c'est un problème qui est récurrent chez les entreprises, notamment les grandes entreprises, parce qu'il y a plusieurs comptables qui saisissent en même temps dans des pôles différents et que les informations remontent dans des serveurs de manière automatisée. Une écriture qui a été démarrée, par exemple, le numéro d'écriture, il est attribué à une écriture au moment où on clique sur démarrer l'écriture. Par contre, la date de l'écriture est attribuée quand on a fini d'enregistrer l'écriture. Et donc, il peut y avoir des disparités. Donc, ce point-là, c'est pas grave, je vais l'expliquer. Toutes les entreprises, ou presque, à partir d'une certaine taille, ont ce sujet. Je continue. Rupture de séquence des numéros de facture client. Alors ça, par contre, c'est grave. J'ai 13 ruptures de séquence. Là, on parle de l'exhaustivité du chiffre d'affaires. Donc déjà, je vais voir de quoi il s'agit. J'ouvre mon tableau de détail. Et là, effectivement, je vois que j'ai les pièces P169. Ça passe à P171. Où est ma facture client P170? Donc là, par exemple, c'est une situation où le client doit intervenir. C'est-à-dire que je dois poser la question à mon client, lui dire, écoute, il me manque P170, P185, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer où elles sont et comment le justifier à l'administration? Alors, évidemment, normalement, il devrait avoir une explication, sinon il y a un problème. Donc là, on part du principe que oui, il y a une explication. Dans ce cas-là, alors, j'ai peut-être oublié de le préciser au début de la démo, mais là, on a mis un tas d'erreurs dans le FEC pour vous montrer le plus de choses possibles. En conditions réelles, j'ai jamais vu un FEC avec autant de bêtises, sinon on ne remonte pas l'ECF. Je pense qu'il ne faut pas rendre un ECF à charge contre son client. Ça, je pense que c'est acquis, c'est admis. Nous, pour les biens de la démo, on a bidouillé le FEC de sorte à ce qu'il y ait plein de choses, quoi. Donc là, j'ai demandé à mon client, il m'a expliqué, je les ai retrouvés dans son ERP. Il s'agit de factures voilà, on a démarré la facture et puis finalement on ne l'a pas enregistrée pour diverses raisons. Et donc l'ERP ne réattribue pas le même numéro à d'autres factures. Donc c'est des numéros finalement de factures qui ne correspondent à aucune facture réelle. Elles ont été annulées avant d'être enregistrées. Donc OK. Donc mon point 2, c'est OK. Les points 3, 4, 5, on va les voir pendant le CRM. Point 6, les amortissements. Donc là, on disait, ça réclame du jugement pro. On va le voir tout à l'heure. Et là, par contre, vous allez voir que je vais changer ma façon de travailler. Encore une fois, c'est pour la démo. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de continuer à bosser là dans ce tableau-là, comme j'ai commencé de le faire, je vais vous montrer qu'on peut travailler directement sur le compte rendu de mission. Et ça, je pense que quand on est pressé, qu'on est sur un dossier où il n'y a pas trop, pas autant d'erreurs que sur celui-là que je suis en train de vous montrer, je pense que c'est la bonne manière de faire parce que vous allez être super rapide. Donc là, j'ouvre mon compte rendu de mission. Alors, ne faites pas attention pour l'instant au fait que j'ai déjà rempli les réponses, encore une fois pour la démo. Donc, je vais continuer ce qu'on faisait tout à l'heure. Hein. Vous allez voir, donc voilà, le point 6. Alors, je vais quand même vous montrer parce que le compte rendu de mission, il est pré-rempli. Donc, toutes ces données-là du prestataire, une fois que vous les avez remplies, le logiciel les enregistre et il va les dupliquer à chaque fois que vous faites un FEC. Évidemment, elles seront modifiables, mais ça vous permet de ne plus avoir à réécrire ces choses-là. Vous les écrivez une fois, c'est enregistré. Identification du client, ça sort directement de l'alias que vous avez enregistré. Imposition du client, idem. Conseil du client, il n'y a pas besoin de le remplir forcément, il y a juste le département d'exercice à mettre. On ne se casse pas la tête là-dessus. Déclaration examinée, ça sort directement de l'alias fiscal. Et là, je commence. Point 1. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, j'ai rempli mes anomalies. Donc là, j'ai mis une anomalie NS, une ligne créditée et débitée de 0, ça n'impacte pas l'aspect fiscal. Je coche conforme. Et là, en dessous, je peux revoir mes contrôles. Vous voyez, il est là mon contrôle qui présentait une ligne avec un montant, etc. Donc, je n'ai pas besoin de faire des allers-retours entre le compte rendu de mission et la plateforme. J'ai déjà tout dans le compte rendu de mission. Point 2, j'ai résumé ce qu'on avait dit tout à l'heure. J'ai des comptes hors bilan qui ont été détectés. Ça ne remet pas en question la conformité fiscale. J'ai deux équitures déséquilibrées détectées. C'est une seule écriture, etc. C'est ce qu'on a dit. Montant 180 € NS, pas d'impact fiscal. Chronologie des écritures, j'ai expliqué ce qu'on a dit. Je coche conforme, je passe à la suite. Point 3.
cocher si le point n'est pas applicable. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de logiciel ou de système de caisse dans cette entreprise. Mais imaginons que je ne sais pas, c'est mon premier ECF. Bah, il vous suffit de cliquer là-dessus sur le petit i et ça ouvre directement un guide qu'on a mis en place et qui vous dit tout ce qu'il faut faire. On va dire qu'on a compressé au maximum le contenu du décret du 13 janvier 2021, qui est assez long et imbuvable. Et là, vous savez exactement ce que vous devez faire en 30 secondes. Point 3. L'examen nécessite de vérifier que l'entreprise entre ou non dans le champ d'application du dispositif, c'est-à-dire qu'elle est assujettie à la TVA, elle a des relations commerciales avec des particuliers, dispose d'un logiciel ou système de caisse. Le cas échéant, vérifier qu'elle possède bien une attestation, une certification liée valide. Voilà, maintenant je sais ce que je dois faire pour mon point 3. En l'occurrence, je n'ai pas de logiciel ou de système de caisse. Je coche non applicable. Je passe au point 4, conservation des documents. Conservation des documents, si je ne sais pas, je clique, mode de conservation des documents, vérifier l'existence d'un processus écrit, vérifier que les documents respectent bien le processus écrit. Ok, donc là, j'ai renseigné le processus, finalement, j'ai fait une petite description, voilà, donc il conserve les documents comptables 10 ans, les fiscaux 6 ans, tout est sur support numérique, etc. Donc j'explique quand même à l'administration comment ça se passe, et finalement, je dis un test a été réalisé sur un échantillon de 20 items, il n'y a pas eu d'anomalie, donc très bien, je coche conforme, je passe à la suite. Régime d'imposition, là, c'est juste la vérification que le régime choisi par l'entreprise est cohérent. Là, en l'occurrence, on est sur un BIC, ce qui est cohérent avec l'activité de l'entreprise, donc je coche conforme, je passe à la suite. Amortissement. Donc là, le point 6, donc je dois renseigner le montant total déclaré dans la liasse, il est là. Le montant examiné dans le cadre de l'ECF, donc ça c'est l'échantillonnage que j'ai fait. Donc je dois sélectionner des immobilisations et je dois faire le travail de vérification qu'on a bien respecté les taux usuels d'amortissement, que par rapport finalement à la date de mise en service, etc. Que finalement tous les paramètres qui vont définir l'amortissement de l'immobilisation, ils ont bien été respectés. Les contrôles qui m'aident dans mes conclusions, ils sont là. J'ai un tableau des immobilisations amortissement des prestations qui est reconstitué à partir du FEC. J'ai un rapprochement des IMO à l'alias fiscal, aucun écart n'a été identifié. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. J'ai un test de cohérence des taux d'amortissement par type d'immobilisation. Donc là, il va voir, finalement, là, je vais vous le montrer. Il va, ce test, vous redonner les taux usuels en fonction du type d'immobilisation. Donc là, par exemple, les terrains, agencements, etc., j'ai un taux de 3 à 5% attendu par l'administration. En revanche, les frais d'établissement et de développement, on est entre 20 et 50%. Est-ce que mes immobilisations respectent ça ou non? Donc ça va faire partie de vos travaux dans votre échantillonnage. Amortissement des terrains, aucun terrain n'a été identifié, donc c'est pas applicable. Charge à caractère immobilisable, j'ai un point jaune. Je vois 11 dépenses de plus de 500 €, impactant les comptes ci-après, qui sont ceux dans lesquels on a le plus de proba de trouver des charges immobilisables, pour un montant de 12 000. Alors je vais voir ce que c'est. Et donc finalement, je continue le travail que je faisais tout à l'heure, sauf que je suis directement dans mon compte rendu de mission. Donc là, par exemple, je vois 700 €, un bureau de direction, effectivement. Un bureau de direction, ça m'a l'air d'être du mobilier. Est-ce que ça ne devrait pas être immobilisé? Parce que là, une charge, ça n'a pas l'air d'être ce qu'il faut. J'ai besoin de plus de détails. Je clique sur tableau avancé. Et là, ça va m'ouvrir le tableau que j'avais tout à l'heure directement. Voilà, mon tableau de détails qui s'ouvre. Et là, je peux tout de suite, en cliquant sur le plus, consulter l'écriture en question. Donc là, vous voyez mon bureau de direction, de la marque apparemment, ou du libellé de compte auxiliaire, j'ai Britishland. Bon, d'accord, on a pour 700 €. Je vais demander au client s'il peut me donner la facture. Et si j'identifie qu'effectivement c'est une IMO, parce que bon, ça a l'air d'être du mobilier, là, en l'occurrence, c'est immobilisable. Et donc là, je fais appel à mon jugement pro. Est-ce que je considère que l'entreprise, elle n'est pas conforme pour un bureau à 700 € dont l'impact fiscal, si je prends en compte l'amortissement sur 5 ans, il est de 140 €. Est-ce que pour 140 €, ma boîte, elle n'est pas conforme fiscalement? Là, c'est au jugement pro que vous allez le décider. Donc, on revient à notre compte rendu de mission. Alors, je ne vais pas vous faire de suspense. Moi, je considère que c'est
hop, que ça ne remet pas en question la conformité, hein, vu le montant. Et donc, là, pour notre exemple, on va imaginer que c'était la seule charge immobilisable qu'on a trouvée parmi l'échantillon qui a été remonté par compte à sécure de 11 dépenses. Donc, j'ai vérifié mes petites factures avec le client. Je me rends compte qu'il n'y en a qu'une qui est immobilisable pour 700 € sur 5 ans. Bon, ça, pour moi, en tant que professionnel, ça, je considère que 140 €, je ne vais pas faire une liasse rectificative et déclarer que le CF est non conforme. Donc, je reprends mon CRM, je présente la méthode d'amortissement. Donc, en l'occurrence, pour cette entreprise, c'est de l'amortissement linéaire. J'ai une répartition égale du coût de l'IMO sur toute la durée de vie utile de l'IMO. Je n'ai pas d'anomalie relevée ici dans la méthode. Alors, ouais, celle-là, je vais plutôt l'enlever juste en dessous. Je parle d'une anomalie. Une anomalie détectée, du coup, un bureau d'une valeur de 700 € passé en charge au lieu d'être immobilisé. Le montant est NS. Montant des anomalies, je note 140. Je déclare conforme et je passe à la suite. On ne va pas aller plus loin pour 140 €. Les provisions. Toujours la même démarche. Je renseigne le montant total déclaré dans l'alias, le montant que j'ai examiné dans mon audit. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 400 000 €. On imagine que j'ai analysé pour 400 000 € de provisions sur le total. Alors là, je vois dans aide aux conclusions, mon test qui concerne les provisions me déclare, j'ai une pastille rouge, que j'ai un écart entre l'alias et le FEC. Donc ça peut être grave. Donc bon, je vais ouvrir mon tableau de synthèse, je vais voir de quoi il s'agit. Et donc là, j'ai mon montant du FEC, le montant de l'alias, et l'écart, c'est les colonnes orange. Donc là, je vois que j'ai 0 écart. Là, j'ai 1 €, bon, on s'en fiche. Là, dans les diminutions, j'ai 0. Et écart, à la fin de l'exercice, j'ai 5 €. Alors bon, pour 5 €, on est d'accord que je considère que ce n'est pas une anomalie. Hein. Donc là, je vais déclarer conforme le point. Je n'ai pas d'anomalie là-dedans. Présenter la méthode. Je présente la méthode. Donc, pour les dépréciations d'actifs, je note ce que l'entreprise fait. Pour les PRC, en cas de litige, voilà, il se base sur l'opinion d'un avocat. Pour les pertes sur contrat, pour les charges à payer, voilà. Type d'anomalie relevée, un écart de 5 € entre le FEC et l'alias. Le montant est évidemment NS. Je note mon 5 € de montant d'anomalie et je clique sur suivant. Les charges à payer, même histoire. Je regarde mon aide aux conclusions. Donc là, j'ai une reconstitution des charges à payer par nature qui est faite par compte à sécure. Je vais l'ouvrir, voilà. Donc là, j'ai mes charges à payer sur établissement financier, fournisseur, personnel, etc. Je peux comparer ça à ce que moi, j'ai rempli dans mon tableau des charges à payer dans l'alias. Alors, à savoir que c'est un tableau qui est libre, hein, le tableau des charges à payer dans l'alias fiscal. Vous le savez, hein, c'est un tableau, il n'y a pas de cellule. C'est pour ça que le rapprochement automatisé n'est pas fait. Il n'y a aucune cellule, c'est un truc libre où vous écrivez ce que vous voulez. Donc, d'accord, j'ai vérifié, il n'y a pas d'écart d'après ma vérification. J'explique les méthodes de provisionnement de l'entreprise dans le petit carré dédié. Type d'anomalie, je n'ai pas d'anomalie identifiée. Je valide, je passe à la suite. Charge exceptionnelle. J'ai 9 000 € de charge exceptionnelle. Parmi les 9 000 €, il y a 8 000 € de dons. Donc là, si j'ouvre le tableau de détail, vous verrez qu'il y a 8 000 € de dons que j'ai vérifié, c'est OK. Le reste est NS. Je n'ai pas d'anomalie identifiée dans les charges exceptionnelles comptabilisées. Je valide, je passe à la suite. La TVA. Donc là, j'ai quelques tests. Alors, les cadrages de TVA, je ne vais pas m'appuyer dessus parce que c'est des cadrages. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer? Pour vous expliquer très rapidement, ces deux tests-là de cadrage de TVA, en fait, ils sont fondés sur une reconstitution de la TVA théorique par compte, qui est faite par un algorithme dans le logiciel. Le sujet, c'est que si vous n'êtes pas ultra méticuleux dans la ventilation de votre TVA dans vos comptes de produits, etc. Donc, si on a par exemple des comptes de produits à 5, 10, avec du 5, du 10, du 20% de TVA, évidemment, le logiciel ne peut pas deviner la répartition que vous avez faite. Donc, le cadrage est caduc. Ça arrive très souvent. Donc, ces cadrages-là, je m'appuierai dessus que si j'avais sous les yeux une comptabilité qui est
dont la ventilation des taux de TVA est ultra rigoureuse. En revanche, j'ai quand même 3 tests qui vont beaucoup m'aider là-dedans. Je vais prendre le premier pour... voilà, je ne vais pas faire les 3. Hein. Taux de TVA utilisé sur les factures et avoirs clients. D'accord, je vois que j'ai 5 catégories de taux de TVA. C'est étonnant, 5 catégories de taux. On va voir de quoi il s'agit. Donc là, j'ai du 0, du 10, du 20, du 100, du supérieur à 100. Alors là, il y a un problème. Je vais ouvrir mon tableau avancé. Voilà. Supérieur à 100, je veux bien voir ce que c'est. Donc je clique dessus. Ça m'ouvre le tableau de détail. Et là, qu'est-ce que je vois? TTC 180, TVA 150. Et là, je comprends qu'il y a eu une inversion entre le hors-taxe et la TVA. Donc l'écriture a été saisie avec une erreur. Hein. L'écriture est équilibrée, mais à la place de la TVA, on a mis le hors-taxe et inversement. Donc, bon, le montant, il est de 150 €. Encore une fois, je ne vais pas considérer que 150 €, ça nécessite de remonter quoi que ce soit de non-conforme. On n'est pas sur de la non-conformité à ce stade. Donc, je vais renseigner la méthode retenue. Donc là, ils ont de la TVA à 10 et à 20%. J'ai effectivement une anomalie d'inversion entre le hors-taxe et la TVA collectée pour un montant NS de 150 €. Je le note ici, 150. Pour la déductible, je n'ai pas d'anomalie. Je coche conforme et je passe à la suite. La suite étant la conclusion. Donc là, en conclusion, j'ai une absence d'anomalie. Pièces justificatives, donc là, c'est que si j'ai un doute sérieux sur des pièces justificatives. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu remplir parce qu'on ne rend pas, encore une fois, un ECF à charge contre son client. Généralement, quand le FEC d'un client a beaucoup de problèmes et qu'il n'est pas conforme, on ne le rend pas. On passe un coup de fil au client et on discute de la façon d'améliorer les choses en N+1. Commentaire, donc là, c'est une plage de commentaires libres. Signataire, donc là, je suis le signataire, j'ai fait les travaux à Paris, et ensuite, je clique sur valider, générer, transmettre le DI. Je définis un superviseur, donc là, en l'occurrence, ce sera moi, puisque je n'ai mis personne d'autre sur le dossier, mais j'aurais pu. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour ajouter des gens dans mon équipe. Donc là, j'envoie en validation. Donc là encore, c'est un nouveau module. Ceux qui connaissent la solution ne l'avaient pas encore il y a 2 semaines. Donc là, je suis le superviseur du dossier. Donc mon collaborateur a fait les travaux. J'ai relu. J'ai le choix entre valider ou invalider. Si j'invalide, le dossier retourne à mon collaborateur et donc il va savoir qu'il y a des choses à modifier. Donc je pourrais lui écrire et lui dire voilà, ça ne va pas, etc. Ou alors je valide, en l'occurrence, je valide. Et je peux soit générer le DI si je veux le transmettre par mes propres moyens, soit le transmettre directement via Compta Secure à l'aide de la solution finalement d'ECMA, je déclare. Et là, soit je saisis mes identifiants je déclare, ou alors j'entre un connecteur je déclare. Et je peux aussi créer un connecteur si finalement j'avais jamais ouvert je déclare de ma vie. Et donc je clique là-dessus et ça permet de transmettre tout de suite mon CRM rempli et validé, non retouchable, puisque maintenant c'est bon, le process de validation a été fait. Donc là, je ne peux plus rien modifier. Je l'ai envoyé à l'administration fiscale. C'est bon. Donc là, vous voyez, le CRM est validé. Les champs sont en lecture seule. Et donc voilà comment j'ai fait mon ECF. Donc évidemment, c'est une démo là comme ça en 20 minutes. Il fallait que j'aille vite. Mais sur des dossiers qui n'ont pas une complexité énormissime, ça ira presque, quasiment à cette vitesse en fait. Je vais vous montrer aussi le fameux rapport parce qu'on a un rapport c'est super important. Ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je peux l'éditer directement ici. Donc je peux choisir ce que je vais mettre dedans. Hein. Donc là, je mets étape suivante. Je peux choisir les contrôles que je vais mettre dedans un à un. Ou alors, je vais sélectionner, par exemple, en fonction des conclusions. Donc là, je veux montrer que les points à contrôler et les anomalies à mon client. Je sélectionne les deux et je génère. Le rapport, il ressemble à ça. Alors, c'est un Word, donc vous pouvez tout modifier. Donc là, par exemple, il y a notre logo. Je peux l'enlever, je peux mettre le logo de mon cabinet. Je peux rajouter mon nom. On ne voit pas le rapport là, à l'écran. Alors, ça, c'est embêtant. Je vais... pourtant, j'avais partagé tout l'écran. Là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, mon rapport au format Word, donc tout est modifiable.
Et il reprend l'intégralité. Bon, là, j'ai sorti le rapport non filtré, hein. Il y en a pour 27 pages. C'est ultra lourd, mais bon, vous allez faire des filtres, hein, quand vous émettrez vos rapports, a priori. Et là, vous retrouvez l'intégralité de ce que vous avez vu dans la plateforme. Donc, pour chaque test, l'objectif, l'enjeu, avec le lien vers le texte de loi lié, le résultat, hein, les conclusions qui ont été rendues, et aussi, en annexe, vous avez les tableaux que vous avez vus sur la plateforme. Donc, le rapport permet de tout avoir. Vous n'allez pas... il manque rien, hein, par rapport à la plateforme. Donc là, quand je clique, ça m'ouvre, hop, ma pièce jointe. Et donc, vous voyez, c'est au format Excel. Donc, ça aussi, c'est modifiable et je peux mettre des annotations, etc. Le but, c'est que ce soit le plus on va dire, le plus adapté à vos usages. Donc, voilà pour le rapport. Je ferme mon CRM. De toute façon, maintenant, il est clôturé. Avant de passer aux questions rapidement, je vais vous montrer Lucas parce que là, on a sorti la version 2.5 qui est surpuissante. Donc là, tout à l'heure, je lui ai posé une question. C'était aujourd'hui à 13h38. Peux-tu me décrire les nouvelles règles concernant l'imposition des dirigeants de SEL? Donc, vous savez que là, en 2024, il y a eu des modifications liées notamment à est-ce qu'il y a une relation de subordination ou non. Bon, je ne vais pas aller au fond du sujet. L'essentiel, c'est de comprendre à quel point il répond bien et vite, et il est mis à jour des dernières règles. Donc, toutes les semaines, on met à jour toute la donnée comptable, fiscale, sociale, officielle française qui est sortie, donc les BOFIP, etc. Tout est dedans. Vous lui posez une question. Donc là, par exemple, j'ai posé n'importe quoi comme question en temps réel. Quel est le délai de prescription pour de la TVA? Je ne vais même pas bien formuler la question, mais la réponse va être au point. Donc là, je lui donne quelques secondes, et voilà. Donc, délai de reprise, droit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la 3e année, suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Il y a des prorogations en cas d'agissement frauduleux, de recours à l'assistance administrative, de dépôt de plainte pour fraude fiscale, etc., activité occulte, tout ça. La prescription ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à la TVA de justifier le montant de la taxe déductible, évidemment. Donc voilà, ça a pris 5 secondes et il est capable de me sortir ce que j'aurais mis probablement 10 à 15 minutes, surtout pour un collaborateur, à aller fouiller sur Internet ou sur Francis Lefebvre, etc. Donc c'est extrêmement rapide et encore une fois, c'est à jour. Et donc, vous ne pouvez pas trouver de la donnée à jour sur d'autres. Enfin, si vous allez sur ChatGPT, vous ne trouverez pas de la donnée comme ça. Surtout que c'est de la donnée officielle. Donc, ma démo, elle est terminée. Je vais passer aux questions. On a encore un peu de temps. Delphine, bonjour. J'ai compris qu'on peut justifier toutes les anomalies et forcer le statut du contrôle, mais même si on a une bonne raison aux anomalies, est-ce que ça alerte l'administration quand même? Non. L'administration n'a pas accès à Compta Sécure. Justifier tout ce que j'ai passé en force, donc là par exemple 2 écritures déséquilibrées, je vais cliquer sur test réussi, l'administration elle voit pas ça. L'administration, tout ce qu'elle voit, c'est le compte rendu de mission que je lui rends. Donc en tant que tiers de confiance, elle n'est pas là à regarder au-dessus de mon épaule si j'ai bien fait mon travail. L'administration fait confiance au tiers de confiance, comme son nom l'indique. Le compte rendu, elle ne voit que ce que j'ai rempli dans mon compte rendu de mission. Donc et puis les anomalies, de toute façon, encore une fois, un logiciel vous donne des indices, mais votre jugement pro passe avant tout. Tout à l'heure, j'avais un écart entre l'alias et le fake pour, je ne sais plus, mes provisions. Bon, l'écart, une fois que j'ai ouvert, j'ai vu que c'était 5 €. Honnêtement, ce n'est pas un écart, on n'en est pas là. Donc non, l'administration ne voit que ce qu'il y a dans le CRM. Est-ce que si on modifie la comptabilité suite à la détection d'une erreur, il faut tout recommencer dans le CF ou est-ce qu'on peut conserver ce qu'on a déjà fait? Alors si on modifie la comptabilité, c'est-à-dire la substance comptable, donc finalement le FEC, évidemment, il faut refaire tourner le FEC et refaire le CF. Mais ça je veux dire, je sais que si vous avez fait une modification, enfin quand on dit une modification, plutôt un ajustement, si vous avez passé un ajustement, ouais, ce serait pas mal déjà qu'il apparaisse dans le FEC qui est analysé. Donc oui, là pour le coup, en fait, vous faites un ECF sur le FEC que vous transmettez à l'administration fiscale en cas de contrôle, en fait. Si l'administration débarque, qu'elle lit un compte rendu de mission sur un FEC et qu'elle décide de faire
un contrôle et qu'en fait, elle se rend compte que les deux faits que vous leur transmettez, ce n'est pas les mêmes, il y a un problème. Delphine, le rapport sert uniquement pour nous, les clients. Oui, le rapport, l'administration, c'est le CRM. Le rapport, c'est pour vous et votre client. Pour vous, ça permet d'archiver finalement votre dossier d'audit. Pour votre client, ça permet de justifier tout le travail qui a été fait. Peut-on préparer l'ECF avant ou après l'alias? Si on le fait après et qu'on n'a pas coché la case de CF, on doit obligatoirement renvoyer une lettre rectificative avec la case. Ok. Alors, on peut préparer l'ECF avant l'alias, évidemment, et je pense que c'est la bonne pratique. Parce que si vous détectez des anomalies, et même j'irai même plus loin, on peut même préparer l'ECF, c'est ce qu'on disait au tout début du webinaire, faire des ECF blancs. On peut faire tourner des fakes provisoires, donc avant clôture. Et ça vous permet de repérer les anomalies et de les corriger sans avoir à passer les ajustements, faire une lettre rectificative, etc. Donc évidemment, faire tout ça avant l'alias, c'est la bonne pratique, je dirais, quand on a le temps et qu'on s'y est bien pris. 99% des cas, c'est pas ce qu'on voit. Généralement, les gens font leur ECF maintenant entre la première semaine de septembre d'octobre et la dernière. Mais oui, on peut le faire avant l'alias. Alors, si on le fait après, mais qu'on n'a pas coché la case ECF, doit-on obligatoirement renvoyer une lettre rectificative? Alors, pour ce cas, on y avait répondu il y a quelques temps dans un autre webinaire. Vous pouvez faire un ECF sans avoir coché la case ECF. Le problème, c'est que l'administration ne le saura pas avant que vous ayez transmis votre CRM. Et du coup, dans le laps de temps durant lequel l'alias a été rendu sans la case cochée, et le moment où vous envoyez votre compte rendu de mission de CF, pendant tout ce temps-là, l'administration fiscale, elle ne sait pas qu'un ECF est en cours. Et du coup, elle ne va pas intégrer dans ses critères de contrôle fiscal le fait qu'un ECF est en cours. Et donc, l'effet, on va dire, de diminution du risque d'un contrôle fiscal, il est annulé, quoi. Donc, c'est bien de faire le CF sans cocher la case quand même, mais le client ne bénéficiera pas de cette présomption de bonne foi qui s'applique lorsque on a coché la case et que l'administration sait tout de suite que, OK, il y a un professionnel qui s'occupe de ce dossier. Mathieu, pouvez-vous générer le compte rendu dédié à l'administration et nous le montrer? Ouais. Donc là, je vais vous le montrer sous deux formes. Sous le format EDI, c'est-à-dire ce que l'administration reçoit. Je vais vous le montrer aussi au format PDF pour que vous puissiez le lire en tant qu'humain, parce que c'est difficile à lire sinon. Donc le PDF, il est là. Il est en cours de téléchargement. Normalement, il devrait apparaître ici. Voilà, hop. Donc là, vous voyez, ça, c'est ce que l'administration... Alors, c'est pas ce que l'administration reçoit, c'est le PDF du compte rendu de mission. Donc, il synthétise le contenu de mon CRM. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai tapé. Donc, tout à l'heure, point 2, conforme. Type d'anomalie relevée, il y a ce que j'ai raconté. Et rien de plus. Point 3, non applicable. OK. Point 4, conforme. Type d'anomalie relevée, il y a ce que j'ai raconté et rien de plus. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, voilà, vous pouvez être sûr qu'on ne transmet pas plus d'infos à l'administration que ce que vous avez rempli dans votre compte rendu vous-même. Donc ça, c'est le PDF, c'est ce qui est lisible. Là, je vais vous montrer le truc illisible qui est au format EDI. Donc, je vais le générer. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ce que reçoit l'administration fiscale. Ça ressemble à ça. L'administration fiscale, elle reçoit ça. Et donc ce truc, qui est lisible quand on connaît les codes, on comprend qui fait quoi, en lisant les codes ici, BACCI, CXMOA, on comprend ce qu'il y a si on le connaît, mais sinon, mes phrases, elles sont là. Blablabla, 100% support numérique, durée de conservation, l'archivage systématique à la clôture de chaque période, etc. Donc, il n'y a rien de plus que ce que j'avais montré. Pour ouvrir un compte Comptasécure, on passe par le site internet. Ah bah oui, effectivement, c'est pas malin de ne pas vous avoir montré ça. Pour ouvrir un compte, vous allez sur comptasécure.fr, c'est gratuit, vous ouvrez un compte. Ah bah merci Manon, ouais. Manon vous a mis le lien là pour vous connecter à Comptasécure, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Pour charger un fake, je vais vous montrer tout de suite comment on fait.
enfin, quand je dis charger un fake, c'est acheter finalement un ECF. Hein, parce que... Donc, vous ajoutez un fake, hop, j'ajoute mon fake, j'ajoute ma liasse si je veux. Moi, je conseille quand même de le faire. Hop, valider. J'importe mon fake. Et ensuite, je vais dans mes fakes. Dans l'onglet mes fakes. Et là, je vais dans mes fakes. Et je vais cliquer sur le petit souscrire à une offre ici, le petit caddie. Et quand je clique sur le caddie, j'arrive ici, dans mon panier. Et là, je vois, donc là, j'ai un fake de 2 400 000 lignes, ce qui est assez énorme. Bon, là, en l'occurrence, c'est un très gros fake. Je vais vous montrer un fake plus, on va dire, plus réaliste. Voilà, celui-là, par exemple, 20 000 lignes, c'est celui qu'on a vu là à l'instant. 2 400 000, on est sur d'être la société cotée. Hop. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ah, mince, déjà souscrit, donc je peux pas. En fait, il suffit d'aller dans le panier et de cliquer. Donc là, c'est une offre diagnostique, c'est autre chose. C'est autre chose. Je vais vous montrer les tarifs de l'ECF. Il suffit de cocher et de cliquer sur étape suivante. Et ensuite, vous entrez vos coordonnées, votre carte bancaire ou votre compte et vous payez. En fait, c'est simple, compte à sécure, tarif. Je vais aller directement là-dessus. Je ne les connais pas par cœur. Hop. Et là, les tarifs sont là. Donc, pour un ECF, là, ça s'affiche, ouais. Un ECF jusqu'à 10 000 lignes, ce qui correspond à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 14 euros. De 10 000 à 30 000 lignes, donc jusqu'à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires environ pour le client, c'est 34 euros. Jusqu'à 100 000 lignes, c'est-à-dire 30 millions de CA en moyenne, 49 euros. Et jusqu'à 500 000 lignes, c'est-à-dire 100 millions de chiffre d'affaires en moyenne, 349 euros. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un fake de 2 500 000 lignes. On est sur un chiffre d'affaires qui était quasiment au milliard, mais c'était autre chose. Donc voilà pour les tarifs. Est-ce que vous pouvez nous donner les tarifs? Oui, c'est fait à l'instant. L'import de votre fake est gratuit? Oui, maintenant. Effectivement, vous pouvez l'importer gratuitement et ensuite prendre la décision d'acheter ou non l'analyse que vous voulez. Donc on n'a pas que l'ECF, on a l'ECF, mais aussi du diagnostic. Là, vous voyez, diagnostic ici, cache. Alors ça, c'est la récupération de cache indûment perdu. Et full, c'est absolument tout ce qu'on fait. C'est d'autres choses. Connectez-vous, inscrivez-vous sur Compte à Sécure, vous aurez des news. Là, aujourd'hui, le sujet, c'était l'ECF. Donc voilà les prix, je pense que tout le monde a... Voilà, merci Manon d'avoir mis le lien. Je vais retourner à la démo rapidement pour vous montrer 2-3 trucs. Hop, donc déjà, alors pourquoi c'est tout noir? Voilà, commencez dès maintenant, on vous a mis le lien ici. Alors vous pouvez télécharger ce support, ça va vous permettre de trouver ça. Super important, pour ceux qui sont encore là, je sais qu'on a dépassé le temps de 2 minutes, c'est pas grave. Une analyse ECF offerte avec le code webinaire ECF. Donc vous pouvez avoir un ECF gratuit. C'est valable jusqu'au dernier délai de restitution des CRM de cette année. Donc vous tapez avec ce code dans Compte à Sécure, après avoir inséré votre fake, vous tapez ce code dans bon de réduction, là, la petite case, bon de réduction, et vous avez un ECF gratuit. Donc essayez et vous verrez. Rendez-vous au congrès des experts comptables, de l'ordre des experts comptables à Marseille. On y sera. Stand FM4. Bon, je ne sais pas si les gens se souviennent de ça, mais de toute façon, voilà, retrouvez-nous là-bas. On y sera et on pourra vous faire des démos en live. Et eh bien, ça c'était à vos questions, mais on a déjà répondu aux questions. Et je pense qu'on est bon, Manon, parce que là, on déborde un peu, je crois. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur notre site, vous avez un lien vers support@comptasecure.fr, c'est notre adresse. Si vous avez des questions, vous nous les posez sur support et vous pouvez avoir des démos aussi. Il suffit de demander. On est dispo pour vous faire des démonstrations en prenant plus le temps. Là, on avait 45 minutes, c'est speed. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt peut-être.